La chronique des livres du jeudi avec l'équipe au grand complet aujourd'hui, Josiane Savigno, Oriane Jancourt et Alexis Lacroix. Et nous accueillons ce matin Bernard-Henri Lévy pour son livre La guerre sans l'aimer qui paraît chez Grasset. Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Il y a plusieurs livres dans ce livre et chacun d'entre eux est justifié par l'écriture, par les circonstances, par l'urgente nécessité. Sans doute, il fallait les fondre ensemble. La chronique d'un écrivain au cœur d'une guerre, l'engagement d'un intellectuel aux côtés des insurgés, le dialogue entre un philosophe et un président sur l'histoire en train de se faire, puisqu'il s'agit d'un journal tenu au long de 200 jours et plus de 6 mois que dura la révolte libyenne. On va vous interroger avec mes confrères et consoeurs sur ces 3 facettes littéraires, intellectuelles, politiques. Et pour commencer, comme il est d'usage dans cette émission, portrait Alexis Lacroix. Oui, bonjour. Alors effectivement, Bernard-Henri Lévy, ça fait 35 ans que vous vous battez pour un certain nombre d'idées, et pour les résumer, c'est évidemment les universaux, les grands universaux, c'est-à-dire les droits de l'homme essentiellement. Ces idées, jusqu'à maintenant, vous les avez prêchées, parfois dans le désert, parfois avec une certaine audience. En tout cas, vous n'aviez jamais réussi à les mettre en œuvre sous la forme d'une guerre d'ingérence, d'une intervention humanitaire pour sauver des vies. Vous avez longtemps ferraillé contre la dictature panserbe, et vous aviez essayé de convaincre les pouvoirs français de l'époque, aussi bien mitterrandiens que juppéistes, de la nécessité d'une intervention pour libérer Sarajevo de l'emprise des milices serbes. Vous avez de même essayé d'alerter les différents candidats à la présidentielle en 2006-2007 sur la nécessité de faire quelque chose pour les Darfouris. Initiative qui avait été largement relayée d'ailleurs sur cette antenne, mais jusqu'ici vous n'aviez jamais eu le privilège accordé à Chateaubriand en 1823 de déclencher une guerre justement pour le droit, une guerre pour sauver des vies, et c'est ce que vous avez fait bien sûr en convainquant Nicolas Sarkozy dans une scène que vous racontez dans La guerre sans l'aimer sur un téléphone satellitaire qui manifestement fonctionnait très mal dans l'escalier d'un hôtel improbable de Benghazi, de s'occuper justement de ces insurgés, d'abord de les recevoir, ensuite de les écouter, de comprendre la gravité de la situation dans laquelle ils étaient, et de convaincre ensuite ses partenaires, notamment Cameron, et plus difficile Obama, d'engager une intervention de l'OTAN. Donc vous êtes aujourd'hui non seulement l'auteur de La guerre sans l'aimer, qui est un passionnant récit, un roman d'aventure dans les coulisses d'une guerre d'une certaine manière un peu improvisée, mais vous êtes un guerrier du droit, c'est-à-dire non seulement un philosophe qui réfléchissait les droits de l'homme, mais qui les mettait en œuvre. Alors on va parler de l'intellectuel, du guerrier du droit, on va commencer par l'écrivain, si vous voulez bien, parce que les premiers chapitres sont plus écrits, c'est l'écrivain qui domine. Vous avez voulu que qu'il en soit ainsi? Non, qu'il en soit ainsi, non. Pour moi, c'est un livre qui est écrit de bout en bout. Je suis un guerrier du droit, mais aussi un guerrier de la lettre. Et pour moi, l'écriture est capitale. Ce livre, Alexis l'a dit, vous venez de le dire, pardon, c'est un roman d'aventure. C'est vrai que c'est une aventure humaine incroyable aussi. Bon, c'est d'abord le droit, d'abord un peuple qu'on a empêché d'être massacré, mais enfin pour moi, dans ma vie, dans ma biographie, c'est une aventure insensée qui est dans la lignée. Vous savez, il y avait autrefois un livre de Roger Stéphane qui s'appelait Portrait de l'aventurier, qui parlait de Laurence d'Arabie, de Malraux et d'Ernst von Salomon. Et c'est un livre qui m'a beaucoup longtemps habité, de même que le texte de Sartre sur Nizan, la préface à Aden Arabi. Mon imaginaire de jeune homme, que je ne suis plus, mais que je suis encore un peu secrètement, a été nourri par tout ça. Et ce livre, c'est ça. C'est une aventure absolument folle, absolument ahurissante pour moi-même. Alexis Lacroix parlait du fait que j'avais convaincu Sarkozy le 5 mars, etc. Mais il y a ça, mais il y a des choses qui sont, comme je suis insupportable, je vais le dire, qui sont encore plus démentes. Le convaincre de reconnaître le CNT, c'était bien, mais lui amener à minuit le général futurement assassiné Younes avec une shoplist, une liste de courses d'armes et de missiles, et obtenir de lui à 1h moins le quart du matin l'accord de livrer ses armes, c'est encore plus incroyable.
lui amener le 20 juillet, jour de l'anniversaire de mon père, les insurgés de Misrata, les colonels de Misrata, les généraux de Misrata que j'ai fait sortir sur un bateau de pêche clandestinement, traverser les eaux territoriales, déjouer les navires kadhafistes, tous ceux qui en restaient, l'OTAN, et là encore obtenir qu'un troisième front soit ouvert à Misrata contre Kadhafi. Ça aussi, j'en suis assez fier. Donc c'est un livre d'aventure et comme je suis incapable de faire autrement, c'est un livre qui est très écrit. Alors, référence pour référence, il y a une référence qui plane, c'est la référence à votre père, à son engagement justement aux côtés des républicains espagnols et la volonté au fond de prolonger cet héritage. Absolument. Il y a deux références. Il y a la référence à mon grand-père et la référence à mon père. Ah oui, alors, oui. Mon grand-père. Votre grand-père, c'est un très beau portrait de berger Alors ça, juif. ce sont des très belles pages. Ouais. Et je voudrais qu'on en dise un mot. C'est une très belle page sur le désert et sur Shalom, votre grand-père qui menait ses troupeaux de moutons de Benissaf, ville de votre naissance, jusqu'à Tinrir et Zagora. Vous qui adorez les villes et les hôtels et les lieux où on rencontre les hommes, on vous surprend dans un passage que je vais retrouver où il y a un éloge du désert. Parce que c'est la même Seules chose. les pierres durent, seul le désert est digne de la mort et d'une certaine façon de la vie des hommes. Mais les déserts et les villes, c'est pareil. Ce qu'il aime pas, c'est la campagne. Voilà. Les déserts et les villes, c'est pareil. Bien sûr, c'est la même chose. C'est deux versions de l'infini, le désert et les villes. Ce que je n'aime pas, c'est, comme vient de le dire Josène Sévigno, la finitude du voisinage. De la campagne, du bourg, du village, tout ça. La servitude de la racine, comme disait Lévinas. Oui, serf par la racine et libre par la loi. Et la loi, elle est fille du désert et de la ville. Voilà. Et pour moi, c'est deux figures jumelles. J'aime les villes, j'aime Manhattan, comme j'aime le désert où est sans doute mort mon grand-père. Et pour moi, je n'avais jamais parlé de lui. Vous savez, moi, je viens, grands hôtels ou pas grands hôtels, je viens d'une famille juive séfarade très pauvre, de deux familles juives séfarades très pauvres, une pauvreté dont on n'a pas idée, je crois, quand on parle de la pauvreté en France ou de la pauvreté dans les métropoles européennes. J'avais un grand-père que j'essaie de ressusciter dans ces pages, qui était pauvre entre les pauvres, qui était un berger, qui vivait parmi les populations, qui transportait ses troupeaux et qui vivait donc en partie parmi les populations berbères et arabes du désert marocain, et qui était un homme d'une immense noblesse, je crois. Je ne l'ai pas connu, mais j'en ai eu des témoignages par mes oncles, que je nomme également, qui sont là dans le livre, mes oncles Yamin, Maklouf et Messaoud, qui sont allés probablement le chercher, après cette mort au contact de l'infini, entre le ciel et le sable. Et je viens de là. Voilà, je viens de là. Et pour moi, c'est très important. Il y a une boucle qui se referme en quelque sorte avec ce livre. Ah oui, c'est pour ça que je l'ai écrit, bien sûr. C'est que il y a beaucoup de boucles qui se referment dans ma vie avec ce livre. Et c'est pour cela que j'ai choisi de nommer cet homme, Shalom de Jacob, pour la première fois. Je n'en avais jamais parlé. Et bien sûr, mon père, mais dont j'avais déjà parlé dans mon livre d'entretien, dans ma correspondance avec Michel Houellebecq. Oriane Jancourt. C'est vrai que ces pages sur la famille, sur l'intime sont très fortes dans ce livre, mais ce qui fait quand même le côté roman d'aventure, c'est le bal diplomatique. Et ça, c'est assez inouï à lire sous votre plume. Alexis a parlé de Chateaubriand, et il faut dire que vous faites certains portraits, notamment de Lieberman dans cet hôtel, le Raphaël, qui peu à peu est surmonté par la peur, vous racontez ça. Et puis surtout de Sarkozy, on pense à Chateaubriand, qui nous parle de Talleyrand, qui nous parle de Napoléon. Est-ce que vous vous rendiez compte en le vivant que vous étiez sur le point d'écrire un roman diplomatique assez hors du commun ? Hors du commun, je ne sais pas. Diplomatique, oui, et un roman aussi, oui. Un roman, c'est... On commence à entrer dans le roman, je crois, quand par-delà l'apparence de la diplomatie, on commence à percevoir les ressorts secrets des personnages. Quand il y a
quand d'un acteur on fait un personnage, quand sous l'acteur on voit le personnage et sous le personnage on voit le caractère. Bien. Et telle ancienne secrétaire d'État apparaît finalement comme une lâche, et tel président décrié apparaît comme un homme courageux et tenace. Oui, telle ancienne secrétaire d'État, c'est Ramayad, oui, qui avait été si courageuse au moment de la visite de Kadhafi à Paris et qui apparaît d'une grande veulerie au moment où il s'agit de porter secours aux Syriens. Président Sarkozy, à qui on a fait tous les procès du monde, et il est souhaitable qu'on continue à les lui faire. Mais dans ce dossier-là, il a été parfait. Qu'est-ce que les je vous dis ? Ça énerve peut-être les gens, ça fera pas plaisir à M. Hollande, qu'il lise ce livre d'ailleurs, parce qu'il verra le portrait d'un adversaire auquel il ne s'attend pas. Je recommande fortement aux conseillers en stratégie de Hollande d'acheter, de voler ou d'emprunter ce livre dans les plus brefs délais, parce que leur adversaire est là. Et quand je dis transformation d'un acteur en personnage, Lieberman par exemple, ce qui est intéressant, c'est pas qu'il est de droite ou de gauche. Lieberman, ministre des Affaires étrangères d'Israël, dont Oriane vient de parler. C'est pas qu'il est de droite ou de gauche, c'est pas qu'il est partisan du grand Israël ou non. Ce qui est formidable, à mon avis, pour moi en tout cas, et c'est ça que je raconte, c'est le moment où apparaît le vrai ressort de cet homme par-delà les appartenances politiques, c'est-à-dire son pessimisme ontologique et sa peur. Lieberman, c'est un homme qui a peur. Il n'a pas peur pour lui, il a peur pour Israël. C'est-à-dire qu'il vit dans... Et là, il y a un moment, pour moi, très touchant, très bouleversant. Il y a un moment où je m'aperçois que cet homme, avec qui je suis par ailleurs en désaccord politique, etc., le vrai ressort, c'est une espèce de désespoir fondamental quant au destin d'Israël. Le sentiment que, quoi qu'il arrive, Israël a perdu la partie, au fond. Il pense ça. Que les pays arabes soient des dictatures ou des démocraties, que ces démocraties passent par une phase islamiste, ou que ce soit des démocraties churchilliennes, etc. Quel que soit le cas, il pense que les jeux sont faits, mal faits, la partie finie pour Israël. C'est ça qu'il pense. Et ça, c'est intéressant parce que j'ai toujours cru que cette conviction-là, ce pessimisme... J'ai bien connu Menahem Begin, par exemple, qui était... Yitzhak Shamir, que j'ai connu aussi, je les ai interviewés tous les deux, beaucoup, pour des livres précédents. Ben, il y avait toujours, chez cette droite israélienne, c'est pas un jugement moral que je fais là, c'est un jugement métaphysique, un jugement spirituel. Ce pessimisme fondamental, ils ont peut-être raison. Moi, je crois qu'il faut tout faire pour qu'ils aient tort. Mais ce pessimisme fondamental sur le destin d'Israël. Et voir sur le visage de cet homme, cet ancien videur de boîte de nuit, devenu ministre des Affaires étrangères d'Israël, voir revenir cette peur archaïque d'Israël, la peur d'Israël pour soi-même, c'est un spectacle qui met les larmes aux yeux. Josiane Savigno. Moi, je vais aller un peu contre l'idée que ce serait un roman d'aventure, parce que justement, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que c'est un journal. J'aime beaucoup le genre du journal qui est un peu tombé en désuétude aujourd'hui. Et comme vous le dites très bien dans votre préface, la qualité d'un journal, c'est qu'on n'y corrige pas ce qu'on pourrait corriger rétrospectivement à la lumière de ce qui est arrivé après, etc. On est toujours sur le vif, on est toujours dans le moment. Alors moi, il y a deux choses qui m'ont beaucoup plu. On en a déjà parlé d'une des choses, c'est votre parcours personnel, votre histoire personnelle histoire personnelle familiale à travers ce livre, et aussi les doutes que vous exprimez. Alors sur le plan de ce qu'on a dit sur l'histoire familiale, il y a une phrase que je voudrais citer parce que je la trouve magnifique. Et quand on disait Malraux, quand on croyait derrière mon engagement bosniaque sentir l'invisible main d'Orwell ou d'Hemingway, je savais bien moi que j'avais un autre modèle et que ce n'était pas un modèle de papier. Enfin, je le savais sans savoir, je le devinais sans en être certain. Et maintenant, vous en êtes certain. Oui. Maintenant, vous en êtes certain. Oui. Alors, sur le plan des doutes... Et il faut le dire aux auditeurs, c'est celui que je nomme là, c'est mon père. Oui, c'est votre mon père. Voilà. Beaucoup plus important que Malraux, beaucoup plus important que tous ces modèles drapés. Oui. Il y a les modèles drapés, les modèles dans lesquels on se drape. Un jeune écrivain prend la pause et... il s'habille en Malraux. Mais comme vous l'avez dit, il se drape en D'Annunzio. Oui. Et puis, à un moment donné où la vérité affleure, il n'y en a qu'un, c'est lui. Mais comme vous l'avez dit, votre père avait déjà traversé vos livres et aussi votre correspondance, notamment votre correspondance avec Michel Houellebecq. Mais jamais il avait été présenté comme, au fond, celui qui avait, motivé votre vision épique, peut-être, du monde. Celui qui, quand il était vivant, était
le premier lecteur de mes pages. C'était la seule personne qui savait déchiffrer mon écriture, par exemple. Mon père, qui était un self-made man, qui était cultivé, mais qui a quitté l'école à 17 ans pour aller faire la guerre. Une école dans un petit village d'Algérie qui s'appelait Mascara, un village extrêmement rude et déshérité. Il a quitté l'école très tôt, il était néanmoins cultivé, incroyablement brillant, et il avait un truc, il était la seule personne au monde à pouvoir déchiffrer une écriture, la mienne, totalement illisible. Ça, j'ai remarqué, oui. Voilà, moi j'écris Comme vous écrivez une sorte d'hébreu. Oui. Voilà. C'est assez beau esthétiquement, mais... Oui, c'est des partitions. Et il était le seul pour les faire. Et il y avait une chose incroyable, il se levait... Moi, je me rappelle, quand j'étais à la campagne, dans sa maison, je travaillais très très tard, j'écrivais jusqu'à 4-5 heures du matin, j'allais dormir 2-3 heures. Lui, en revanche, se levait à 5 heures. Et il venait, secrètement, dans le bureau que je venais de quitter, lire lui-même, c'est la seule personne, lire lui-même ce que je venais d'écrire. Donc, quand il était vivant, je pense que j'écrivais et que j'agissais, que je faisais pour l'impressionner, voilà. Et puis aujourd'hui, qu'il est mort depuis 15 ans, j'écris et je fais pour, peut-être toujours lui, enfin en tout cas pour lui parler et pour l'impressionner par-delà la mort. Et je voudrais qu'on parle de la manière dont vous répondez aux doutes qu'on peut avoir sur la situation, sur tout ça. Donc, par exemple, à un moment, vous déjeunez avec Jean-François Copé, et Jean-François Copé vous dit quelque chose à quoi j'ai pensé moi-même, parce que, contrairement à nos deux jeunes autour de la table, j'étais assez vieille en 1978 pour avoir vu Michel Foucault. Mais non. Mais si, pour avoir vu Michel Foucault. Vous aviez 5 ans. Non, pas du tout. Et j'étais assez vieille pour avoir vu Michel Foucault aller en Iran, pour avoir vu une délégation de femmes féministes se précipiter aussi en Iran et téléphoner à Simone de Beauvoir pour savoir s'il fallait quand même se voiler pour aller voir l'ayatollah Khomeini ou refuser de se voiler et refuser de le voir. Ce qui, évidemment, après, on a vu ce que ça a donné. Et donc, au fond, Jean-François Copé vous dit ça. Vous dit, vous êtes le Foucault d'aujourd'hui et qu'est-ce que ça va donner? Et vous lui répondez. Oui, je réponds que c'est absurde, que ça n'a absolument rien à voir. Foucault a entonné un chant d'amour et d'enthousiasme pour la révolution iranienne. Moi, pas. Moi, je fais un pari. Un pari dont je mesure toutes les chances de succès et tous les risques d'échec à chaque page de ce livre. Moi, je dis juste, dans ce livre, je dis, on n'a pas le choix. Oui, vous dites... Vous dites un truc, l'ordre ancien des choses ne laissait pas de choix. Mais naturellement. Oui, d'abord. Et puis d'abord, on n'a pas le doigt sur la télécommande des peuples. On ne peut pas empêcher les peuples de se révolter ou les obliger à se révolter. Les peuples se révoltent. Ça, c'est une donnée. Alors après, par exemple Israël, puisqu'on parlait de Lieberman. Israël a le choix entre deux attitudes. D'un côté, on ne veut pas entendre parler. Ces révoltes sont porteuses de tellement de menaces qu'on les condamne a priori. Ça, je pense que c'est une attitude suicidaire. Parce que si jamais ça marche, ça aura marché contre nous, contre Israël et contre les Juifs. Deuxièmement, Israël apparaîtra pour les siècles et les siècles comme le dernier allié, le dernier complice de dictatures vermoulues, despotiques, dont les peuples ne veulent plus, liés à l'ordre ancien des choses. Quelle tristesse quand même que le jeune rêve sioniste apparaissent pour l'éternité liés aux vieilles dictatures croulantes. C'est trop bête, c'est trop triste. Ça, pour le coup, c'est à pleurer. Et inversement, parier sur la possibilité d'une issue non catastrophique de ces révoltes arabes, ce qui est mon pari, ce qui est mon choix. Je ne suis pas angélique, je sais que ça peut mal se passer, mais je parie sur une issue non catastrophique. Mais justement, je voudrais que vous l'expliquiez un peu plus, parce que quand vous parlez de la charia, vous dites ne tournons pas autour du pot. Nous aurions tous été abusés. C'est possible. C'est possible, moi c'est ce que je pense. Alors allez-y, dites pourquoi on n'aurait pas été abusés. Pourquoi on n'aurait pas été abusés? Parce qu'il y a les femmes libyennes qui veulent pas de la charia et qui ont été au premier rang de cette révolution. 2, parce qu'il y a des jeunes, Facebookers, Twitter, ordinateurs, qui n'ont pas envie de se laisser avoir par la charia. Et puis 3, parce que l'Occident, Sarkozy, Cameron, Clinton et les quelques personnes qu'ils avaient autour d'eux, l'avantage d'avoir aidé, d'avoir été dans ce mouvement-là, c'est qu'on a un peu notre mot à dire aussi. Moi, j'ai vu Sarkozy et Cameron face à Mustapha Abdel-Jalil,
quelques jours après sa première déclaration sur la charia. J'ai vu les propos très, très fermes que Sarkozy, fort de son autorité et des services rendus, lui a tenus. Il lui a dit « Moi, j'ai pas fait tout ça avec cette façon qu'a Sarkozy de ne pas avoir sa langue dans sa poche. J'ai pas fait tout ça pour voir une dictature kadhafiste céder la place à une dictature islamiste. » Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense qu'il y a une possibilité qu'on se soit fait avoir, mais c'est pas la possibilité que je retiens. Mais est-ce que vous n'avez pas été plus loin que vous ne l'auriez voulu quand vous rédigez les textes du CNT ou que vous participez à la rédaction du manifeste des tribus? Mais heureusement. Vous n'avez pas été plus loin que... Mais non, heureusement que je l'ai fait. Heureusement que je l'ai fait. Parce que vous avez été un adoucisseur de cet islam intermédiaire que vous revendiquez aujourd'hui? J'ai été un bon interprète de cet islam intermédiaire. Il y a l'exemple du texte sur les tribus. Il faut savoir, tout le monde dit la Libye, c'est des tribus les unes contre les autres. Eh bien, je suis le témoin de la seule circonstance depuis 6 mois où toutes les tribus de Libye ont été réunies. Et non seulement j'en suis le témoin, mais je les ai aidés à rédiger un texte d'unification. C'est très 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 important. Abdel Jalil, j'ai écrit, en effet, comme fait Orsena pour Mitterrand, j'ai écrit un texte qu'il a validé. Bien, ce texte, il a, en effet, c'est pas un adoucisseur, c'est un texte que Abdel Jalil a validé, a aimé, approuvé. Mais enfin, c'est un texte qui va dans le sens de la démocratie, de la construction de cet état de droit auquel les Libyens aspirent. Je suis très heureux d'avoir été peut-être le catalyseur de cela. Et peut-être que si j'avais été à Benghazi le jour où il a fait son discours avec cette fameuse phrase sur la charia, il l'aurait sûrement prononcé quand même, mais peut-être pas. Peut-être pas. Il y a d'ailleurs un passage où vous dites « J'appartiens à une ancienne tribu », et vous écrivez aussi ça c'est un discours à Benghazi, oui. Je suis fils d'Israël, oui. Je suis fils d'Israël. Oui, et oui. vous écrivez dans ce journal, je m'appelle Lévy. Vous écrivez dans le journal, le problème est simple et ce n'est pas un problème. J'ai toujours milité pour un judaïsme ouvert, universaliste, ce judaïsme de l'autre que m'a transmis Lévinas et qui n'est jamais tant lui-même que lorsqu'il tend la main, affronte le regard de l'autre et fait face à son visage. C'est ce combat que je poursuis. Vous rappelez d'ailleurs au long du livre que c'est comme juif que vous avez fait ce voyage en Libye. Ah oui. Ces voyages, cette saison en Libye, c'est comme français, comme écrivain et comme juif. Et quand je suis sur la place de Benghazi, celle où Nicolas Sarkozy et David Cameron vont parler quelques mois plus tard, je parle là. Il y a des images, on les a vues partout, il y a 30 000 personnes devant moi, des jeunes révolutionnaires, fiévreux, enthousiastes, certains avec lesquels j'aurai sûrement un accord fondamental, d'autres avec lesquels je suis sûrement en désaccord total, désarmés, armés, etc. Je leur parle. Et je leur dis que je suis là comme... Ils me prennent tous pour l'ambassadeur de Sarkozy. Je leur dis, je ne suis pas ambassadeur, je ne suis même pas sarkozyste, je suis français et juif. Fils d'Israël. Vous représentez des tribus, moi je suis aussi le représentant d'une tribu. Vieille tribu. Ouais. Le fils d'une des plus anciennes tribus du monde. Alors Bernard-Henri Lévy, la tribu d'Israël. Et les types, on cherche le mot, m'applaudissent à ce moment-là. Ils applaudissent cette idée, cette circonstance et cette vérité du fils d'une des plus anciennes tribus du monde, la tribu des Lévis, s'adressant aux tribus libyennes. Et alors, est-ce que vous visez la réconciliation historique de la tribu des Lévis, autrement dit d'Israël, avec Ishmaël, comme par exemple Alexandre Adler dans son dernier livre? Est-ce que vous avez un combat commun avec Adler? Un comme Lévinas, je tends la main, je fais face à l'autre. Il accepte ce face-à-face ou il ne l'accepte pas. Ce sera son problème. Pour l'instant, il l'accepte. Il l'a accepté. Pendant ces 8 mois, les Libyens, sachant qui j'étais, ont accepté ce face-à-face, cette main tendue et tout ce que cette main leur a porté. Demain, ne l'accepteront-ils pas? On verra bien. Moi, en tout cas, j'aurais fait mon métier et mon devoir d'homme et de juif. Réconcilier Ismaël et Israël, c'est l'un des combats de ma vie. Je pense que si je meurs avec un Israël
aussi isolé qu'il l'est aujourd'hui dans le monde arabe, avec un monde arabe aussi inguérissablement antisémite qu'il l'est, j'aurais échoué. Voilà, j'aurais échoué. Et quand un de vos amis, et ça, c'est le combat d'Alexandre Adler aussi. C'est le combat d'Alexandre Adler et d'autres. On va organiser d'ailleurs une soirée avec Adler et vous-même, on essaiera ici avec les auditeurs. Si je peux, si je ne suis pas aux États-Unis, je serais vraiment content de le faire parce que Adler est pour moi l'une des grandes voix du peuple juif en France et de la France sur ces questions-là. Donc je serais très content de dialoguer avec Et quand lui. un de vos amis vous envoie par mail cette phrase du Pirkei Avot, méfie-toi du pouvoir, vous dites pas que vous avez, si vous me passez l'expression, poussé le tikkun un peu loin? Cet ami s'appelle Pascal Baquet. Il répète ce que j'ai écrit moi-même à l'orée de ma vie en 1977 dans La barbarie à visage humain. Je ne serai jamais le conseiller des princes. Il me répète cela, il me met en garde, une espèce de voix talmudique comme ça qui remonte et qui me met en garde. Il a raison. Seule chose que je vous dis aujourd'hui et que je lui réponds, c'est que je suis un peu informé quand même du péril. J'en ai fait le tour, je connais les écueils, je sais tout ça. Mais j'ai pensé cette fois-là que pour les Libyens, et au-delà des Libyens, pour tout ce dont nous venons de parler, y compris le non-juif, il était très important d'outrepasser l'interdit. L'interdit qui consiste à ne pas se rapprocher trop du roi. Et bizarrement, moi qui n'ai pas la Légion d'honneur, moi qui ne serai jamais à l'Académie française, jamais. Faut espérer. Jamais, mais c'est pas espérer. C'est pas la peine d'espérer. Jamais, jamais. Je ne serai jamais à l'Académie française. Je n'aurai jamais la Légion d'honneur. Je ne serai jamais ministre de la République. Justement, j'allais vous poser la question. Voilà, je n'écrirai jamais un discours pour un président de mon pays. Là, c'est pas la première fois d'ailleurs. Pour la deuxième fois, j'ai accepté des honneurs. Un honneur. Je suis citoyen d'honneur de la ville de Misrata, d'un peuple martyr. J'ai accepté, en effet, d'écrire, de participer à l'écriture de textes fondateurs d'un peuple arabe en train de relever la tête. Et j'ai accepté de servir un prince avec qui je partage très peu de choses. Mais je l'ai fait pourquoi ? Parce que, en effet, l'enjeu de ce siècle, le combat de ma génération, le point sur lequel ma vie sera jugée, c'est ma capacité avec d'autres, avec Adler, avec vous, ou non, à avoir fait bouger cette ligne de feu entre les deux enfants de la révélation. Voilà. Je vais renoncer à la question. Il y a d'ailleurs, un personnage qui passe dans le livre dont vous dites qu'il ressemble à Lévinas et qui a un nom, ça ne s'invente pas, il s'appelle Hachem. Donc moi je vais renoncer à la question, est-ce que vous accepteriez d'être le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy ? Mais je voudrais quand même que vous expliquiez cette phrase, ce président auquel me lie somme toute une relation singulière. Oui. Ça veut dire quoi ? Je le dis dans le livre, vous savez, il a été là. D'abord, je l'aime beaucoup, personnellement. Voilà, je n'ai pas voté pour lui, je ne voterai pas pour lui parce qu'on ne fait pas de la politique avec des sentiments. Mais il vous est sympathique. Il m'est extrêmement sympathique. Extrêmement sympathique. Sa vitalité, son énergie, sa part sa juvénilité profonde, ça vous plaît. me sont extrêmement sympathiques. Culturellement, Sarkozy, il participe de l'éthos de la droite française ou au contraire d'autre chose ? Il s'applique à y participer, évidemment. Et à mon avis, on risque de voir des choses dans les mois qui viennent, quand il va s'agir de conquérir l'électorat de Marine Le Pen, qui feront que même si on en avait la tentation, les uns ou les autres, on ne pourra pas voter pour lui. Donc ici, mais son tempérament politique profond est beaucoup plus compliqué que ça. Vous le définiriez comment ? J'en sais rien. Est-ce qu'il est de gauche, de droite ? C'est pas évidemment qu'il est de Vous droite. diriez Mais plus Georges Mandel Georges que Mandel, Édouard Balladur, auquel il a consacré, bien sûr, voilà. Auquel il a consacré un livre. Et moi, j'ai le souvenir, pour répondre à Josiane, sans entrer, il y a des histoires privées que je dis. Vous savez, j'ai un frère très très cher et
qui a eu une vie difficile. Sarkozy, maire de Neuilly, était là à un moment décisif de sa vie. Si mon père repose là où il fallait qu'il repose, vous savez comment sont les administrations, les bureaucraties, toute la bureaucratie de la mort est quelque chose de terrible. Si à un moment donné de ma vie et de celle des miens, il y a eu un tout petit peu de douceur dans un moment d'horreur, c'est lui. C'est lui, maire de Neuilly aussi. Donc il y a des épisodes de ce genre, relations singulières. Mais il y a aussi, sur des affaires très importantes, Bosnie, Rwanda, et jusqu'à maintenant Israël, là maintenant, je ne sais pas très bien ce qu'ils fabriquent, il y a eu des positions, des prises de parti extrêmement courageuses. Il fait partie des gens, par exemple, dont je sais qu'ils étaient indignés par la politique Mitterrand, Balladur, Juppé sur la Bosnie. Alors, il était petit ministre du budget. Voilà. Donc, relation singulière. Mais est-ce que, c'est pas dans le livre, mais est-ce que vous voulez pas dire un mot de la Syrie? C'est dans le livre, c'est totalement dans le livre. Enfin, puisque c'est dans le livre, mais pas les derniers événements. Pas les derniers, mais c'est dans le livre, puisque, alors, avec la règle du jeu, et Alexis Lacroix d'ailleurs ici présent, qui était là et qui était même l'animateur de la soirée, on a fait à ma connaissance le premier rassemblement à Paris, tout confessionnel réuni, tout laïque et croyant, etc., des opposants syriens. On les a réunis. Et on a vu apparaître là un certain nombre de connards, des gens, des exilés syriens qui, eux, évidemment, ne risquaient rien, parce que c'est pas eux qui étaient face aux chars, à Homs, oui, ou dans les autres villes syriennes, ou à Daraa, ils n'étaient pas face aux chars, ils étaient à Paris, et très confortablement installés à Paris, ils disaient « Oh, mais attendez, être défendu par un sioniste, est-ce que c'est bien convenable ? Après tout, il vaut peut-être mieux mourir sous Bachar el-Assad qu'être sauvé avec l'aide de Bernard-Henri Lévy. » Donc ça, c'est totalement dans le livre. Et dans Le Point ce matin, vous dites... Oui, ce que je voulais savoir, c'était comment vous voyez les derniers développements, c'est-à-dire ce qu'a fait la Ligue arabe, et est-ce que l'Occident va faire quelque chose, etc. Alors, ce qu'a fait la Ligue arabe, c'est... Vous savez, c'est la machine libyenne c'est le rouleau compresseur libyen qui est en marche. Il est en train de se passer, toutes les conséquences sont en train de se dérouler. Après la Libye, et parce que la Libye, la Ligue arabe, en effet, prend position. C'est une grande première. Comme elle l'avait fait, enfin c'est une deuxième, il l'avait fait avant la décision de Sarkozy de reconnaître le CNT. Tout avait commencé par la Ligue arabe. Donc il recommence avec plus de force. Et puis, il y a enfin des gens en Syrie qui commencent de lever le tabou et de dire qu'une intervention étrangère, fût-elle otanienne, n'est plus quelque chose d'impensable. Alors on va peut-être aller enfin vers une issue que je souhaite de toute mon âme. Mais je crois qu'il faut dire aussi qu'un certain nombre de prisonniers viennent d'être libérés, dont la psychanalyste Rafa Nached, que vous avez défendu. Que j'ai défendu, que Jacques-Alain Miller a défendu, le psychanalyste et grand intellectuel lacanien, éditeur des œuvres de Lacan, a mené une campagne, je dois dire, à la fois tambour battant et d'une constance admirable pour sa libération, et il a eu gain de cause. Elle est libérée depuis cette nuit. Son slogan, c'était « du raffut pour Rafa ». Il a fait tellement de raffut qu'elle est en effet dans le contingent de prisonniers qui ont été libérés hier. Bernard-Henri Lévy, merci. La guerre sans l'aimer, un livre qui restera en tout état de cause comme un document historique et qui est un de vos grands livres, 10 ans après, je crois, 10 ans après le Daniel Pearl. Oui, pas 10, tout à fait, 8 ans. 8 ans, voilà, 8 ans. 8 ans après le Daniel Pearl, bien sûr. Oui, vous avez raison, c'est pas le contraire. La guerre sans l'aimer, journal d'un écrivain au cœur d'un printemps libyen, c'est paru chez Grasset. Vous pouvez réécouter cet entretien en audio et en vidéo sur YouTube et sur le site de notre station www.radio-rcj.info. Merci.